Monsieur le Président, ce mercredi 11 novembre, vous allez conduire au Panthéon Maurice Genevoix et avec lui un funèbre cortège d'ombres réduites au silence. Les femmes, les hommes, les enfants et toutes les vies anéanties dont il avait voulu protéger la mémoire. Célèbre d'abord pour le témoignage puissant qu'il rendit de la Première Guerre mondiale. Monsieur Genevoix était une sensibilité profonde. Né pour souffrir avec ceux qu'il frôlait, il décida d'interdire, par la grâce de sa plume, qu'ils finissent ensevelis dans le creux de l'oubli du monde. Cette bataille, il la mena d'abord pour ses compagnons d'armes, puis pour son bout de l'oreille. Cette bataille, il la mena, enfin, pour défendre tout le vivant de la violente amnésie des hommes de son temps. Natif de Decize, au bord de la Loire, c'est à Châteauneuf-sur-Loire, toujours auprès de ce grand fleuve à la beauté changeante, qu'il passa son enfance, et c'est dans son bruissement argenté qu'il apprit à contempler, à chérir, et à perdre, et à se souvenir. Quand il revint terriblement meurtri de la guerre, et se dévoua au métier d'écrivain, c'est là, au Vernel, sur la commune de Saint-Denis-de-l'Hôtel, à 2 pas des flots bleu-vert, qu'il décida de fonder son foyer. C'est face à la Loire, dans sa lumière ondoyante, qu'il posa son bureau pour accomplir son travail acharné. c'est aussi autour de la Loire, vivante et farouche, que se déroule la trame de nombre de ses œuvres. cette Loire et les contrées où elle ruisselle lui infusèrent un amour inconditionnel de la vie, jaillissant victorieux à travers les épreuves. Et c'est cet amour qui lui inspira le refus d'une industrialisation désolante, sculptée dans les charniers de la Grande Guerre. Laissons parler son personnage d'Aubel. Il semble que le système se soit embrayé d'un seul coup, le temps d'une génération ou de 2. Une mécanique énorme qui se serait constituée sournoisement comme une tumeur par une espèce de prolifération monstrueuse et continue. Une fantastique machine infernale à produire et à décerveler. C'est toujours là, au bord de la Loire, qu'arrivé au bout de ce qu'il avait qualifié de sursis, il se fit inhumer pour la première fois. Et c'est là enfin, à quelques centaines de mètres des Vernelles, qu'un pont routier, monstre de béton armé, surgit de l'imagination des aménageurs du siècle dernier, Veut planter ses mâchoires aveugles pour contourner l'est d'Orléans Et faciliter le flux des marchandises. Ça a été présenté comme une chose indispensable, c'est-à-dire que c'était, compte tenu de l'augmentation du trafic soi-disant prévue, c'était indispensable de faire un 2e pont aux alentours de Jargeau. On s'est rendu compte qu'il y avait un demi-contournement qui était en train de se faire autour d'Orléans. Puis après, on a pris le contournement Artenay-Main-sur-Loire, etc. Et donc on a vu que c'était en fait un contournement complet qui faisait à peu près 150 km, qui était en train de se faire. Mais évidemment, dès qu'on a parlé de ce problème de contournement, le Conseil général a commencé à avoir un tout petit peu peur, puisqu'il y a eu des articles dans les journaux, etc., etc. Et il a commencé à dire non, non, ça n'existe que dans la tête des associations, il n'y a pas de grand contournement, jamais on a pensé à ça, alors que c'est dans toutes les délibérations du Conseil général, toutes les délibérations précisent que ces déviations de Jargeau, Saint-Denis, Failly, Trénoux, Goury sont faites uniquement dans le cadre du grand contournement, c'est écrit noir sur blanc. Ils ont saucissonné le projet complètement. Donc, plutôt que de déclarer un grand projet de grand contournement, auquel cas ils auraient dû se soumettre aux directives européennes, etc., pour respecter la loi et tout ça. Donc, à la fois pour ne plus respecter la loi et surtout pour plus effrayer les populations, ils ont arrêté de parler de grand contournement. Il est évident que si on disait aux gens « vous allez avoir une 2 fois 2 voies qui va passer à ras de vos maisons », les gens seraient beaucoup moins laissés faire que quand on leur explique que pour leurs problèmes de sécurité, on va leur faire une toute petite déviation qui va passer à côté de chez eux, mais c'est pour éviter les accidents et que d'écraser les enfants dans le centre du village. Ça va donc être un moyen pour tous les routiers et pour les bases logistiques de s'installer sur ce grand contournement, et puis pour tous les routiers d'avoir un transport 150 km autour d'Orléans gratuit à 2 fois 2 voies, donc très rapide. Ce qui ne nous surprend pas dans la mesure où on sait par exemple qu'Éric Deligier, qui était président du Conseil général à l'époque, était président d'un gros lobby autoroutier, et que son ami proche Deray était propriétaire d'une grosse société de transport. En plus de ça, il faut savoir que dans tous les gros projets du conseil départemental, un petit peu
un petit peu de folie de bitumage, il y avait également la A19. La A19, l'autoroute A19, on était quand même un département déjà avec 5 autoroutes. Pourquoi 4 ponts d'un seul coup? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 4 ponts d'un seul coup? Le Parlement européen est très étonné de ce qui se passe dans le Loiret. Et donc, ils sont interrogés pour savoir pourquoi tous ces travaux. Et en septembre 2007, ils viennent voir ce qui se passe dans le Loiret. Donc, on les accueille. L'Europe demande des comptes au Conseil départemental. Et finalement, il y a un rapport qui nous donne raison, qui donne raison aux militants. C'est le rapport Hammerstein, qui s'aperçoit qu'on ne peut pas continuer les saucissonnages et qu'il faut faire une étude cumulative de tous les impacts qu'entraînent ces travaux de bitumage. Donc malgré toute cette résistance des militants, malgré la coordination La Loire Vivra, malgré les 2/3 d'avis négatifs inscrits sur le registre de l'enquête publique et un seul tiers d'avis positifs, l'enquête publique est décidée en 2016. Septembre 2017, c'est la déforestation du bois des Comtesses. 10 hectares sont abattus en 10 jours. 11 septembre 2019, les travaux continuent. C'est le massacre du bois de la Tingie. 5 hectares de bois, la Loire est blessée et les travaux de bitumage arrivent jusqu'à elle. Donc la lutte continue. On se défendra jusqu'au bout. Nous sommes la Loire qui se défend. Au cœur des rives que Maurice Genevoix chérissait, celles dont il décrivait avec une tendre complicité le calme envoûtant, les ombres moirées, le charme délicat des grèves bleues, des arbres séculaires et du petit peuple joueur d'animaux sauvages, là exactement où il flânait, songeait, vivait et rêvait de mourir. Malgré la résistance passée de sa fille Sylvie Genevoix, aidée par son mari, le regretté Bernard Maris, et celle toujours active d'habitantes et d'habitants des villages alentours. Malgré la renommée mondiale de cette Loire, surnommée parfois « dernier fleuve sauvage d'Europe », chantée par les plus grands poètes, peinte par les plus grands peintres, et aujourd'hui menacée par la sécheresse et les multiples exploitations qu'elle subit depuis trop longtemps. Malgré le cri nouveau d'un pays qui veut changer de paradigme. À l'unisson des nombreuses alertes lancées à la fin de sa vie par Maurice Genevoix, surnommé parfois premier écologiste de France. Nous disons que la mémoire est importante, que Maurice Genevoix entre au Panthéon cette année, et que cette panthéonisation, c'est évidemment un hommage magnifique, mais que la figure de Maurice Genevoix, elle nous impose d'aller un peu plus loin que seulement le témoin de la Grande Guerre. C'est déjà considérable le témoin de la Grande Guerre, mais il y a tout le reste de l'œuvre. Et il me paraît difficile d'imaginer que l'année de sa panthéonisation, on valide un tel projet qui, objectivement, ressemble, alors peut-être pas à un crime écologique, mais à quelque chose, en tout cas, dont on ne peut pas être très fier, et puis qui ressemble aussi à ce qu'on condamne lorsque ça se passe à l'étranger. Alors il y a peut-être une réflexion à avoir. Est-ce qu'on peut trouver scandaleux du déboisement, du défrichement dans certains pays, et puis le trouver parfaitement légitime ici, au pied de la maison de Maurice Genevoix? Je ne suis pas certain. Malgré son coût faramineux, ses graves périls inhérents, son inutilité patentée, son absurdité dévastatrice. Il semblerait aujourd'hui que ce violent projet de pont va l'emporter sur la Loire. Déjà un morceau de la forêt, où montait jadis le serein, gît dans la boue des engins. Vendus, livrés, condamnés, abattus, comme celle que Maurice Genevoix pleurait dans Un jour. Or, pour arrêter le carnage, il suffit de passer un autre pont. Celui qui traverse le fleuve du temps, depuis la rive triste et dévastée du souvenir figé, vers celle joyeuse et habitée de la mémoire vive. Quelle histoire de l'avenir on écrit au nom des morts? Parce que c'est ce que l'on fait en fait collectivement. Il y a toujours un usage par le pouvoir des morts, un certain usage par le pouvoir des morts, et puis il y a un autre usage en fait que l'on peut faire. Et moi, c'est sans cesse le rôle de l'écrivain pour moi, mais des artistes qui sont aussi pour moi sans cesse des intercesseurs entre des morts et des vivants, et qui ont la charge justement de cette transmission symbolique entre les morts et les vivants. Il y a ça très fortement. Donc je trouve ça très très juste comme approche d'aller chercher un écrivain et d'écrire une autre histoire de l'avenir au nom de ce qu'il a écrit des morts, de son attachement au lieu, etc. C'est-à-dire que le pouvoir, l'État
va édifier quelque chose, va écrire une certaine histoire. Or, cette histoire est toujours une histoire d'ailleurs de vainqueur, même lorsque c'est une histoire lorsque la littérature elle-même est du côté des échoués, des blessés, etc. Et le pouvoir va tirer ça dans un certain récit. Et c'est une œuvre qui est sans cesse à reprendre pour moi, d'écrire une autre histoire de l'avenir au nom des morts. Et le lien avec la question des milieux, des écosystèmes, je vais essayer d'en parler en ces termes, c'est que la nature, par nos organisations politiques, juridiques, en fait, est tenue pour morte. Elle est tenue pour morte. C'est-à-dire que lorsque l'on est juridiquement du côté des objets, on est voué à la mort. Et je parle là du point de vue aussi de l'histoire juive, c'est que lorsque des êtres humains, que ce soit des esclaves, des juifs, des indiens, des tziganes, voire des femmes, sont traités comme objets, on est toujours du côté de ce qui va mourir. Et donc de cet invisible où ça tue, en fait, où ça meurt. Il y a pour moi une solidarité ontologique entre des vies qui ont été tenues pour mortes, ou pour objets, qui ont été relégués du côté des objets, et les vivants, la nature, etc. Et c'est cette solidarité que j'essaye de travailler de mille manières, en disant là, il y a quelque chose qui doit avoir lieu. Partout où les droits de la nature ont été reconnus, c'est parce qu'il y a d'abord eu un mouvement de résistance locale. C'est absolument impératif. C'est-à-dire que le droit n'est qu'un reflet de notre niveau de conscience à un moment donné. Pour que cette conscience évolue, il faut qu'une revendication surgisse et fasse émerger cette conscience. Et quand vous dites « nous sommes la Loire qui se défend », vous parlez exactement comme les Maoris pour la Wanganui, qui disent « nous sommes la rivière et la rivière est moi ». Et c'est en amenant justement le politique et le législateur sur ce terrain, en leur expliquant, et en expliquant en même temps par une lutte qui est visible, qui est physique, qui est incarnée, qui est sur le territoire, qu'on amène cette prise de conscience des liens d'interdépendance entre des habitants d'un territoire et la protection d'un territoire, ou la protection d'un milieu, d'accord, qu'on a obtenu dans ces pays-là et des réformes constitutionnelles qui reconnaissaient les droits de la nature, mais c'est jamais les droits de la nature contre les droits humains, c'est les droits de la nature qui protègent le milieu de vie de communautés humaines et non humaines. C'est toujours dans ce sens-là que ça s'est fait. Monsieur le Président, au moment d'accompagner ce grand disparu vers sa dernière retraite, et de refermer sur l'écrivain et le soldat qu'il fut la dalle lourde et le silence glacial du Panthéon, qui portera l'alerte parole de Maurice Genevoix, si justement sensible aux égarements du progrès. La vie se brade, puis elle s'oublie. On a motorisé tout le monde et tout le monde passe à côté. L'âme est partie, c'est le monde à l'envers. Que celles et ceux qui veulent rendre hommage à Maurice Genevoix et aux êtres dont il a parlé, qui veulent défendre ce fleuve, sa flore et sa faune, ses berges, son val et ses ripisylves, n'hésitent pas à nous rejoindre pour emporter avec Maurice Genevoix sa dernière victoire aux côtés de la Loire. Le long de cette grève où l'osier verdoie encore, là où son âme à lui est malgré tout restée, nous ferons entendre sa voix. Une autre panthéonisation. Sur cette terre, près de l'eau qui frissonne, au milieu des effluves qu'il a aimés, parmi les êtres variés qui peuplent cette petite partie du monde encore à l'endroit. là, comme ces bestiaires, nous serons enchantés. Nous serons sans oubli. Là, en chœur avec Rémi Desroches, nous dirons « Lorsqu'une libellule passe devant ma porte et vole à la pointe des roches, je l'écoute grésiller comme une verte étincelle et je lui dis seulement « Sois libellule ». Et mes yeux qui la suivent s'en vont vers la Loire. Et la Loire prend mes yeux, et je lui dis seulement, tout au fond de mon cœur, « Sois la Loire ». Monsieur le Président, vous ferez-vous l'écho de cette parole d'espoir ?